Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19e numéro des Affaires de la Cité. Notre invité de ce soir est dans les affaires sans être forcément aux affaires. Mais les affaires de la Cité ne le laissent pas indifférent. L'AC accueille un avocat d'affaires de renom. Maître Boukounta Diallo fait partie des robes noires les plus célèbres du Sénégal. Avocat de plusieurs personnalités d'ici et d'ailleurs, Maître Diallo, 33 ans de barreau, est lui-même une forte personnalité, tant au plan national qu'international. Un grand cœur selon ses proches. Bonsoir Maître. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Tout de suite, le portrait de l'avocat des grands dossiers avec Boubacar Kambeldian et Yaya Diallo pour les images. Pour être un bon avocat, comme disait Albert Lowe, il faut aimer l'homme et ses misères. Alors moi, j'aime l'homme et ses misères. Ce qui fait de moi un pur humaniste. Si même certains peuvent considérer que c'est une faiblesse, à mon avis, c'est ma faiblesse, je le reconnais. Et c'est cela qui constitue aussi ma force dans le métier que j'ai exercé depuis 33 ans. Il a soufflé ses 59 bougies le 17 octobre dernier. L'ancien très brillant étudiant en droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar nous reçoit à sa résidence sise dans un endroit calme et très discret du plateau. Madame Adams Seck Diallo est la grande absente en cet après-midi, prise par le boulot à l'université. Elle est professeure agrégée en odontologie. Les enfants non plus. Ils sont tous en France. Doudou Maguilène, 26 ans, ingénieur aéronautique de son état. Karim Djokel, de 2 ans son cadet, étudiant en 5e année en audit, contrôle et gestion. Et la cadette Ursine Fatima Diallo, 21 ans, étudiante en licence de droit et aussi en Sciences Po, respectivement aux universités Sorbonne et Paris 12. Maître Boukounta Diallo nous accueille dans sa belle villa d'architecture coloniale avec un décor de salon et de meubles qui datent d'un autre âge. Ça, c'est du Boukounta viscéralement attaché à certaines valeurs. Pas surprenant, mais alors pas du tout, parce qu'il a grandi sous l'ombre d'un grand homme de surcroît de culture, le président Léopold Sédar Senghor. Maître Boukounta Diallo, très fidèle en amitié. Qui repose sur ce que le maître Senghor nous a enseigné et nous a appris. S'enraciner dans ce que nous avons de plus solide, croire en nos valeurs, croire en nos traditions. Inscrit au barreau du Sénégal depuis 1982, Maître Diallo est devenu un avocat émérite. Et ce, grâce à l'amour très fort qu'il porte non seulement à Madame Adams Seck, c'est un secret de polichinelle, mais aussi à son métier. Il a travaillé à la Bissau, mais il aimait tellement le barreau à l'université. C'était un rare de bibliothèque. Maître Boukounta Diallo est devenu une figure marquante des droits humains, non seulement dans son pays, mais aussi sur l'international. Un géant du barreau, pas seulement par sa taille, mais également par sa science du droit, par son art de la plaidoirie. En 2000, dans l'affaire du président Alpha Condé, alors opposant, Maître Boukounta Diallo préside le collectif des avocats de la défense. Un collectif très costaud, parce qu'il était composé de plus de 20 avocats. Boukounta Diallo était à la tête de ces troupes comme un général qui se battait vraiment comme un lion. Il s'y ajoute que Boukounta Diallo, c'est quelqu'un qui a grandi sous l'ombre de leaders politiques très talentueux, comme son beau-père, le professeur Hassan Seck. 3 quarts de sang sérère, 1 quart de sang tout couleur et de culture lébou, Maître a passé toute son enfance entre son Guillah natal, village de sa mère dans le département de Mbour, et Ngaparou, la localité d'origine de son père, mais surtout au quartier Fass de Dakar, où il a passé toute sa tendre enfance. Des vieux de ce quartier jusqu'à présent m'interpellent tout ça aussi, pour dire que vraiment, Boukounta, son enfance, nous on le voyait, président de la République, on était tous derrière lui. Et on avait 13 ans, 11 ans, 12 ans. Et sur le plan social, il fait beaucoup de social. Ici à Fass, il fait des choses en souterraine. Il me dit, femme, ne parle pas de ça. Il n'aime pas la pauvreté, il n'aime pas la misère, il n'aime pas l'humiliation. Il cherche toujours à faire du bien. Et il fait tout
dans la discrétion. Le nom de Boukounta Diallo va toujours avec celui de son frère et ami fidèle, feu Philippe Maguilène Senghor, fils du défunt président Léopold Sédar Senghor. D'ailleurs, ce dernier l'a toujours considéré comme son propre enfant. Le président Senghor aimait dire dans ses voyages, je suis tranquille avec Boukounta parce que Boukounta est un travailleur et je sais qu'il va toujours positivement influencer mon fils dans le bon sens. Ancien élève primaire à l'école Zone B de Dakar, puis à Ngaparou après les événements de mai 68, lycéen au collège Jean de la Fontaine de Dakar jusqu'en seconde D, Maître Boukounta Diallo s'est inscrit en capacité à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, auréolé de brillantes études universitaires jusqu'en DEA. Aujourd'hui, avocat de renom international, il défend bien ses clients et le plus clair du temps, avec le cœur. Mais Maître Boukounta Diallo, camarade de promotion d'autres avocats émérites sénégalais comme Maître Mam Adama Gueye, Aïssata Tall Sall, Madické Niang ou encore El Hadji Amadou Sall, Maître Boukounta Diallo, disais-je, ne défend jamais l'indéfendable. Ça aussi, c'est la marque des grands hommes. Maître, alors, je vais vous interroger sur la chute de Boubacar Kambel Dieng. Vous ne défendez jamais l'indéfendable. Bon, écoutez, heureusement que je ne peux pas rougir avec ce que je viens d'entendre et de voir. Mais j'aimerais dire quand même que, en effet, toute personne mérite d'être défendue. Mais il y a des causes aussi qui méritent d'être regardées à la loupe. Car l'avocat, s'il est de bonne foi dans la défense des causes qu'il accepte de prendre, peut se faire piéger de temps à autre. Et c'est pourquoi, à mon avis, lorsqu'on est aussi quelque part leader d'opinion, on doit essayer de regarder de plus près les causes que nous défendons. C'est la raison pour laquelle, effectivement, M. Kambel Dieng vous a dit que je ne défends pas toutes les causes. En effet, c'est vrai. Justement, avez-vous eu des regrets d'avoir défendu quelqu'un que vous ne devriez pas ou de ne pas avoir défendu quelqu'un que vous devriez? Écoutez, jusqu'à présent, je dois dire, en 33 ans de carrière d'avocat, je n'ai jamais regretté les actes que j'ai posés dans l'exercice de ma profession. Par contre, pour ce qui me reste à venir, j'ai l'habitude de dire aux gens que voilà un métier qui a ses vertus, mais un métier aussi qui me permet de dire que c'est le plus court chemin pour aller au paradis, mais c'est le plus court chemin aussi pour aller en enfer. Ah oui. C'est à vous de faire le choix. Et absolument. comment? Mais écoutez, oui. Vous savez, les bienfaits que vous pouvez, en tout cas, disons, distribuer dans l'exercice de cette profession, on ne peut pas compter cela. Vous pouvez sauver une personne, vous pouvez sauver la liberté de quelqu'un, la vie de quelqu'un, l'honneur de quelqu'un, la dignité de quelqu'un, cela n'a pas de prix. Et il m'est arrivé une fois, lorsque en Mauritanie, je défendais le président Haïdallah et l'opposant Ouldada avec 187 détenus. Devant la barre, le parquet réclamait 17 peines capitales. Lorsque j'ai fini de plaider avec Maître Aïssata Tall, ma sœur jumelle, on nous surnomme comme ça, alors quelqu'un dans la salle m'a dit, mais écoutez maître, vous ne savez pas ce que vous avez fait en ayant sauvé ces personnes de la peine capitale. Vous ne saviez pas que parmi ces 17 peines capitales réclamées par la Cour d'appel, par le procureur général, il y avait au moins le tiers qui étaient des descendants du prophète, des Haïdara. Et à côté, justement, je les défendais avec le bâtonnier Malaini, qui est de surcroît un chef shérif. Et je me suis dit, enfin, voilà un exemple qui prouve qu'on peut effectivement, à travers sa profession, à travers ce métier surtout, et d'autres métiers comme pour les journalistes et tant d'autres, effectivement, être très proche de Dieu. Alors, on vous surnomme aussi Dalloz, en référence un peu à votre goût de la recherche quand vous étiez étudiant, mais étudiant aussi, vous étiez meneur de grève. Et vous vous êtes opposé comme ça à votre père adoptif, Léopold Sédar Senghor, président de la République. En effet, comme vous le savez, nous avons mené des mouvements à l'université en 1977 avec l'AED. J'étais membre effectivement du bureau de l'AED. Et j'étais impliqué dans ces grèves, ces mouvements de grève que nous avions à l'époque menés avec beaucoup de sacrifices, il faut le dire.
Il y a eu un jour, effectivement, où j'ai fait l'objet d'une arrestation lorsque je sortais de l'université et les dirigeants de l'époque sont partis voir Maître Babacar Niang pour essayer de me tirer des griffes donc, de la gendarmerie. Mais je dois avouer qu'avant de partir, le président Senghor nous avait informés et nous avait avertis par le biais du commandant Gomis de la maison militaire, puisque j'habitais avec Philippe à l'annexe du palais. Son fils Philippe Senghor. C'est ça. Et le commandant Gomis nous a dit, écoutez, demain, il ne faut pas aller à l'université parce que ça va chauffer. Et il y a des choses qui vont se passer là-bas. Et le président qui a appelé nous a dit, Boukounta, demain, j'ai décidé d'appliquer la loi. Donc, il ne faut pas y aller. Je n'ai rien dit. Le lendemain matin, lorsqu'on s'est réveillé, Philippe et moi, je lui ai dit, je suis désolé, je vais à l'université. Ah, comment? Vous prenez ce risque? Je lui ai dit non, je fais partie des dirigeants qui ont décidé de ce mouvement de grève. Je ne peux pas donc à ce moment-là me retirer du mouvement. J'y vais et je serai avec eux. Et c'est comme ça que je me suis fait arrêter. Et finalement, avec l'intervention de M. Babacar Niang et des amis de la faculté, j'ai été libéré. Et le soir, à 19h, je suis revenu à la maison avec beaucoup de poussière, puisqu'on m'avait malmené. Et le président Senghor, qui était au courant, a fini son travail à la présidence à 18h, 19h30. Il est passé par la porte entre l'annexe du palais et le palais principal pour venir me rendre visite, puisqu'on était en train, bien entendu, de s'occuper de moi. Philippe avait fait bouillir de l'eau pour essayer de me masser parce que j'avais senti les coups de crosse. Et le président, donc devant, me dit, mais Boukounta, il paraît qu'on vous a cassé les os parce que vous avez traité mon armée d'armée de Bokassa. Je lui ai dit, mais monsieur le président, peut-être vous avez la bonne version. Il me dit, ah mais je vous avais averti, je vous avais dit que j'allais appliquer la loi. J'ai dit, monsieur le président, je suis désolé, mais vous n'avez pas appliqué la loi, vous avez appliqué la violence. Et effectivement, c'est ces échanges qu'on avait, et de façon très amicale, très familiale. Et en tout cas, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Avocat des grands dossiers, je le disais un peu dans l'introduction, on va le voir dans le sujet qui va suivre, l'affaire ArcelorMittal dont tout le monde parle, qui agite toute la République depuis quelque temps. Pouvoir et opposition se livrent à une bataille sans merci. Chacun tente de convaincre l'opinion. En jeu, des milliards perçus ou perdus par l'État du Sénégal, une affaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Boubacar Kambeldien signe ce dossier avec Yaya Diallo. Elles sont belles les mines de fer de la Falémé du Sénégal oriental, charmantes et mieux très séduisantes. Mais hélas, elles s'impatientent à trouver preneur. Et pourtant, ce n'est pas des prétendants qui manquent. Ces derniers tapent sans cesse à la porte, mais ils finissent toujours par tourner le dos à la future mariée. Les prétentions financières pharaoniques du père de famille qu'est l'État du Sénégal sont d'emblée passées par là. Alors, nous sommes en 2009. Le premier fiancé Coumba Ressources est chassé de la maison. ArcelorMittal se positionne, mais ce n'est pas sans conséquences économiques. 75 milliards en guise d'indemnisation par le régime de Maître Abdoulaye Wade à Coumba pour rupture abusive de contrat. S'il y a quelqu'un qui doit donner des justifications au peuple sénégalais, apporter des documents et clarifier l'opinion sur la rupture abusive de la convention entre Coumba Ressources et l'État du Sénégal, c'est bien Abdoulaye Wade qui devrait en répondre. Pour simplement avoir rompu un contrat dans des conditions extrêmement opaques, pour ne pas dire louches. À l'époque, il ne pouvait pas en être autrement. L'État est tombé sous le charme d'ArcelorMittal tellement la dot proposée était juteuse. ArcelorMittal était d'accord avec nous pour indemniser le cas échéant Coumba Ressources, payer les 75 milliards à Coumba Ressources. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté de casser ce contrat, parce qu'il y allait de l'intérêt du Sénégal. Les fiançailles entre les mines de fer de la Falémé et le numéro 1 de la sidérurgie mondiale ont elles aussi fait long feu. Le nouveau prétendant ArcelorMittal fait marche arrière avant d'être condamné par le tribunal arbitral de Paris à verser à la contrepartie un montant colossal en guise de dommages et intérêts. L'État encaisse finalement 75 milliards de francs CFA. Et nous soupçonnons les plus hautes autorités de l'État d'être impliqués dans ce scandale du siècle. On a abandonné plus de 2400 milliards
pour prendre moins de 100 milliards. C'est suspect, c'est inacceptable. Le Sénégal, dans ce dossier, n'a absolument rien perdu, à part la perte d'une chance d'avoir un partenaire stratégique dans l'exploitation de ce minerai. Le PDS fait état de pots de vin qu'auraient reçus les autorités actuelles. Le gouvernement, par la voix de son chef, le Premier ministre, contre-attaque et publie des documents pour laver son honneur. Mais cela ne convainc toujours pas l'opposition. Le PDS ajoute un nouveau chef d'accusation sur le dos du pouvoir actuel pour faux et usage de faux. Les alliés du président Macky Sall, eux, prennent acte des explications fournies par le Premier ministre, non sans dénoncer les nombreuses tergiversations du gouvernement. Ce qui a rendu ce dossier confus, c'est le problème de communication du gouvernement. Le ministre de l'économie et des finances, dans une situation pareille, aurait dû, dès son apparition à l'Assemblée nationale, vider le dossier. Non, il vient, il dit, nous avons reçu 75 milliards, sans expliquer pourquoi. Pendant que Wade a dit on aurait pu avoir plus, mais ça suscite des inquiétudes. La société civile tranche le débat. Il appartient au gouvernement d'expliquer pourquoi il a accepté un deal beaucoup moins avantageux pour l'État du Sénégal et de l'assumer. Ceux qui sont au pouvoir, les décisions qu'ils prennent doivent les assumer. La loi portant transparence dans la gestion, n'est-ce pas, des finances publiques fait obligation à l'État du Sénégal de publier tous les contrats miniers. Donc dès que le débat avait été agité, ces contrats auraient dû être publiés et que l'opinion publique soit éclairée. Les mines de fer de la Falémé sont toujours célibataires, devenues endurcies même. Pire, elles ne voient aucun prétendant, du moins pour le moment. Le PDS de Maître Abdoulaye Wade et son fils Karim d'un côté et le pouvoir actuel de Macky Sall de l'autre se renvoient la responsabilité. Et le plus grand perdant n'est personne d'autre que le pauvre contribuable sénégalais. Tout est parti de la rupture du contrat entre l'État du Sénégal et Kumba Ressources dont vous étiez l'avocat. Que pensez-vous de ces derniers développements concernant l'affaire ArcelorMittal, comme je le disais au départ, Kumba Ressources? Écoutez, je suis profondément peiné d'avoir à participer à ce débat que j'ai évité depuis très longtemps. Même lorsque la sentence a été rendue, je me suis gardé d'en parler et vous avez voulu même une fois que je revienne sur cette question le 21 août 2010 à l'émission Grand Jury où vous m'aviez invité, vous m'aviez posé la question de savoir, maître, votre dossier, qu'est-ce qu'il est devenu? Et je vous avais répondu en vous disant, adressez-vous à ceux qui avaient l'habitude de s'étaler dans la presse, de vous dire qu'est-ce que ce dossier est devenu. Parce que depuis juillet 2010, donc 3 mois avant votre émission, une sentence avait été rendue qui condamnait l'État du Sénégal à la somme de 98 millions de dollars. Sur cette base, avec la clause de confidentialité et à l'approche d'élections présidentielles de 2012, avec tout ce qu'on avait promis, vous comprenez que l'État avait choisi, avec le régime de l'époque, de s'installer dans le silence total. Et pour respecter également cette clause de confidentialité, je me suis gardé de m'exprimer à partir de ce jour sur ce dossier. Mais aujourd'hui, vous comprendrez avec beaucoup de tristesse, lorsque je vois le chef de l'État de l'époque dire lors d'un meeting quelque chose d'extrêmement grave qu'on ne cherche pas à analyser à travers les premiers propos qui ont été tenus, c'est là où je suis à la fois triste. Et on est passé à côté du débat, parce que si vous vous souvenez, ceux-là qui avaient tenu des conférences de presse, des points de presse, souvent par ministre interposé, le président en conseil de ministres, disait que ce procès, nous ne pouvons pas le perdre parce que Kumba Ressources a violé délibérément le contrat et nous avons le droit avec nous, donc nous voulons tranquilliser le peuple sénégalais. À une réponse que j'ai apportée à la presse, j'ai dit c'est dommage, si nous ne réglons pas ce dossier, nous allons faire payer des sommes faramineuses aux générations à venir. Et chaque fois, on rassurait le peuple comme quoi l'État du Sénégal était confortablement assis sur un dossier ou un droit. En tout cas, ses avocats n'avaient pas de problème. Alors, à ce meeting, voilà ce qu'on nous apprend. Mittal est venu nous proposer la rupture, moyennant des sommes d'argent tout de suite
que nous allons provisionner pour payer l'indemnisation future de Kumba. J'ai appelé Maître Niang pour lui en parler en lui disant d'annuler tout de suite le contrat. Il m'a dit, mais attention, nous risquons d'avoir des problèmes. Je l'ai rassuré en lui expliquant que Mittal est prête à dédommager effectivement Kumba Ressources. Alors, pour des gens qui ont toujours tenu le langage contraire, à savoir que dans cette affaire, ils sont avec le droit. Dans cette affaire, c'est Kumba Ressources qui a tort. Voilà subitement des gens qui acceptent de dire non seulement nous avions tort et nous le savions, mais encore une fois de plus, nous avions même préparé des sommes d'argent en cas de condamnation que celui qui venait devait payer. Et personne ne trouve à redire. C'est triste. Et je dois dire, c'est la parole d'une autre personnalité de l'État à l'époque, vis-à-vis du peuple sénégalais, mais aussi des investisseurs qui doivent nous faire confiance à travers notre engagement sincère, qui doivent nous faire confiance à travers ce que nous avançons dans le cadre d'un contrat. Mais lorsque nous leur disons, vous vous êtes mal comportés dans ce contrat qui est la loi des partis, et qu'on se retrouve devant la télévision pour dire aux yeux du monde, partout, oui, nous voulions rompre parce que nous voulions retirer. Et tout à l'heure, j'ai entendu un avocat répéter la même chose que le président Wade. J'ai sursauté puisque c'est la confirmation de ce que je viens de dire et d'un discours, en tout cas, que vous n'aviez pas entendu puisque la presse est là pour expliquer donc, dans les détails tout ce qui a été tenu comme propos et c'est ça qui est déplorable. La parole au public. Oui. Mon confrère Ibrahima Khalil Wade. Bon, ce qui est nouveau ces jours sur l'affaire ArcelorMittal, c'est l'apparition du DG de Litos, M. André Djenfi, qui vient de porter plainte contre Maître Abdoulaye Wade, l'ancien DG de Miferso Omar Ndiaye, Maître Madi Kenya et Kumba Ressources. Quelle analyse cela vous inspire? Bon, écoutez, voilà, c'est malheureusement ce genre de débat qu'on installe dans notre pays. On ne cherche pas à approfondir ce qui se dit, ce qui se fait et ce qu'il y a derrière. Et tout de suite, on pousse l'opinion à prendre position sans être outillé techniquement. Et c'est pourquoi j'aurais souhaité à l'avenir, effectivement, que lorsqu'une personne se lève pour dire « moi, je porte plainte », parce que j'estime qu'on a été floué, j'étais avant elle dans le dossier, et subitement... Oui, Litos Corporation dit qu'il était là avant Kumba Ressources. Oui, vous savez, nous sommes dans le cadre d'un contrat très connu, qui est un contrat qui ne peut être réglé que devant une juridiction arbitrale ou devant les juridictions civiles et commerciales. Lorsque cette société, qui ne s'est jamais manifestée et qui savait que le contrat était entre les mains de Kumba Ressources depuis 2004, le 7 juillet 2004, où l'accord a été signé, puisqu'il dit qu'il était au départ informé de tout ce qui se passait, il était informé que Kumba s'était installé, il n'a jamais jugé utile de porter plainte. Subitement, il nous dit qu'il a porté plainte depuis janvier 2014 contre ces personnalités. Alors qu'il doit simplement savoir que même si on est en matière pénale, la prescription pénale existe. Quand même, les 3 ans de prescription sont largement dépassés. Donc, il était informé, il pouvait se réfugier derrière le fait que je n'étais pas au courant. Là, ce n'est pas le cas, il ne peut pas le dire. Donc, autrement dit, cette plainte n'a aucune chance de succès. Pour 2 raisons d'abord. Cette plainte n'a aucune chance d'aboutir. Je crois même que ça n'empêche pas à mon client de dormir tranquillement là où il est. Parce que, pour la simple raison, écoutez, la prescription est une règle de droit connue de tout le monde. On ne peut pas effectivement se lever 7 ans ou 8 ans après pour dire « moi je porte plainte pour des faits que vous connaissiez, vous auriez pu les dénoncer devant les autorités à temps, soi-disant, vous ne le faites pas ». Mais deuxième chose, vous dites vous portez plainte contre des ministres de la République et le président Wade ou devant le procureur à la digue. Vous oubliez que c'est des actes commis dans l'exercice de leur fonction, s'ils ont commis des actes, parce que c'est dans le cadre de la gestion d'un contrat minier. Et vous savez bien que pour des actes commis par des personnes dans l'exercice de leurs fonctions, si ces personnes sont ministres de la République, il faut aller à l'Assemblée nationale demander un acte d'accusation pour que la Haute Cour de justice puisse connaître du problème. Ce n'est pas à la DIC qu'on doit partir pour faire convoquer Abdoulaye Wade. Ce n'est pas à la DIC qu'on doit partir pour convoquer Madi Kenya. Donc, et les autres. Je pense que là, malheureusement, on a tellement spéculé sur cette question et on oublie
de dire réellement pourquoi il n'y a pas eu de suite depuis qu'il dit qu'il a porté plainte en janvier jusqu'à ce jour. Très bien. Oui. Bonjour, maître. Gouverneur Sambou. Ah, bonjour. Oui. Cela me donne à penser à ceci. Comme on vient de découvrir du pétrole et d'autres minéraux certainement au Sénégal, est-ce que des affaires non conclues et des situations en instance comme ça ne vont pas attirer des charognards et des profiteurs chaque fois qu'il y a quelque chose au Sénégal? Parce que je suis sûr que les gens savaient, parce que comme en Italie, on monte déjà des affaires, après c'est la combinaison. Voilà. Et je pense que nous allons attirer énormément de vautours et malheureusement pour nos minéraux, on risque d'avoir des problèmes parce que chaque fois qu'un pays découvre, il faut que nous formions des gens pour vraiment prendre en charge tous ces éléments. Parce que regardez la situation actuelle. Nous savons que nous pouvons profiter du soleil, mais nous allons acheter des photovoltaïques avec d'autres. Mais il faut envoyer des étudiants dès à présent, à partir du mois que nous avons des espoirs de découvrir d'autres minéraux, il faut envoyer des étudiants pour que nous prenions en charge, parce que ce qu'on appelle partenaires stratégiques, mais c'est des partenaires vraiment qui veulent faire leurs affaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, merci gouverneur. Vous savez, cela me pousse à, en tout cas, prévenir tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une matière extrêmement délicate, qui est la gestion des licences de mines. On ne peut pas mettre ça sur la place publique. Parce que les sociétés qui s'investissent sur ces problèmes sont des sociétés protégées par ce qu'on appelle des contrats bilatéraux, donc d'investissement. Ces contrats bilatéraux d'investissement comportent des clauses de protection énormes, des clauses qu'on appelle des clauses parapluies, qui évitent justement à ce qu'on se lève dans un pays pour dire désormais le droit applicable ne l'est plus, ou bien vous êtes exproprié. Parce que même dans le cas d'espèce, l'expropriation, la résiliation est considérée comme une expropriation indirecte, c'est-à-dire une nationalisation. Voilà que ces sociétés s'intéressent à notre pays. Mais au même moment, il y a tellement de bruit autour de ces contrats qui sont couverts par une forme de confidentialité au point que nous risquons en tout cas de voir ces investisseurs, comme vous le dites tout à l'heure, fuir ce pays parce que d'autres personnes mal intentionnées ou qui ne pèsent pas lourd profitent d'une opportunité où on dénonce ce type de contrat pour dire, voilà, ils se réveillent et disent, voilà, moi je suis intéressé parce que j'ai un dossier qui est là et il faut que justice soit rendue. Je pense que là, il faudrait qu'on fasse très attention. C'est le monde des affaires, mais aussi ça doit pousser l'État aujourd'hui à regarder de plus près la gestion de nos ressources humaines, mais de nos ressources minières, mais surtout aussi la connexion avec les milieux d'affaires et aussi le fait que certains hommes d'affaires, par un prolongement, je ne sais comment, arrivent à partir de l'appareil d'État à peser de tout leur poids pour que leurs décisions deviennent la décision de l'État. Vous faites allusion à qui? Je fais allusion justement à ces conflits d'intérêts qui peuvent naître d'hommes d'affaires aujourd'hui qui sont autour de la présidence de la République, qui sont ministres conseillers, qui sont conseillers de la... Et aujourd'hui, voilà pourquoi, à travers ces exemples, nous devons éviter de mélanger les genres. Puisque, vous le savez, je suis en face d'un avocat. Tous les avocats qui ont été nommés conseillers à la présidence ont pris soin d'écrire au Conseil de l'ordre justement pour demander d'être omis du tableau, pour ne plus être considérés comme avocats. Tous ceux qui ont été nommés conseillers après ministres l'ont fait. Aujourd'hui, dans notre profession, cette question est réglée déontologiquement et de par les textes également. Alors, il faudrait que dans le milieu des affaires, qu'on évite qu'un homme d'affaires qui a des intérêts effectivement énormes dans ce pays économique soit en même temps le conseiller ou ministre conseiller du président de la République et on ne sait pas ce qu'il fera demain avec les autres milieux d'affaires. On ne saura pas quelles sont les entraves qui peuvent naître des relations que nous avons avec d'autres hommes d'affaires. Le danger est là. Alors, le commissaire Keita demande le micro, mais avant cela, vous avez parlé tout à l'heure de clause de confidentialité. Oui, mais que faites-vous aussi de la transparence, de la bonne gouvernance, du droit des Sénégalais à être informés? Formidable. Je dois dire que là, vous posez une question technique qui a été réglée d'ailleurs par des auteurs
Aujourd'hui, il y a eu des thèmes développés sur la confidentialité et l'arbitrage. Et lorsqu'un grand auteur disait d'ailleurs dans ses ouvrages que la confidentialité est la sœur jumelle de l'arbitrage. Parce que lorsqu'on parle d'arbitrage, on parle d'une justice privée internationale où les États ont accepté de laisser une partie de leur souveraineté judiciaire pour confier ça à une autorité ad hoc ou une autorité institutionnelle chargée de régler les conflits, les différends entre investisseurs et les États qui reçoivent ces investisseurs. Les investissements lourds, justement, sont protégés par ces formes de contrats, par ces accords bilatéraux qui viennent en renfort et qui permettent souvent, dans les clauses, d'éviter que tout ce qui se fait, ne serait-ce que pour la concurrence, ne soit mis sur la place publique. Parce qu'entre hommes d'affaires, entre sociétés minières, mais il y a des choses donc, qui ne doivent pas être sues par l'adversaire, qui ne doivent pas être traitées au grand jour. Et vous verrez d'ailleurs que les dossiers d'arbitrage ne font pas l'objet de publicité très souvent. Et vous avez des ouvrages, beaucoup d'ouvrages et de jurisprudence, on en parle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que même acculé, le gouvernement du Sénégal n'a pas le droit de rendre public ses contrats? Mais écoutez, lorsqu'on signe une clause de confidentialité dans un contrat et qu'on viole cette clause, ce qui se passe aujourd'hui, parce que l'ancien président a mis sur la table un problème. L'État s'est cru devoir répondre par presse interposée et avec des documents à l'appui. Alors qu'il y a le principe de continuité de l'État. Lorsque l'ancien président signe une clause de non-confidentialité, cette clause de non-confidentialité engage également l'actuel président de la République, l'actuel État. Donc, lorsque cet État viole, il s'expose à des sanctions pécuniaires, mais encore une fois de plus, même des sanctions pénales. C'est pourquoi ceux qui ont reçu le montant Kumba Ressources, qui ont payé plutôt qui ont eu 98 millions de dollars, ont accepté volontairement, pour être dans de bons termes avec le Sénégal, de ramener leurs créances à 75 millions de dollars, c'est-à-dire 37 milliards 500 millions, là où ils devaient toucher 49 milliards, alors qu'ils ont une décision en main. Contrairement à ce que dit Litos, oui, cet argent, ce n'est pas mérité. Je dois dire, c'est une décision rendue par une juridiction internationale qui donne ces 98 millions à Kumba Ressources. Voilà que là, justement, mais on nous dit, oui, pour ces montants, Kumba accepte de renoncer à ce que le tribunal arbitral lui a donné pour se contenter uniquement de 75 millions d'euros. Je dois dire qu'à partir de là, on peut comprendre qu'on n'avait plus besoin d'une clause de confidentialité, puisque la clause de confidentialité est liée plutôt au contrat initial qui liait Kumba au Sénégal, à l'État sénégalais. Mais dès lors que l'État du Sénégal a estimé devoir faire figurer une clause de confidentialité, ça voudrait dire que quelque chose, en tout cas, il y avait quelque chose qu'on voulait cacher au peuple sénégalais. Pour quelle raison? Des élections qui approchent, ce qu'on avait déjà dit au peuple, autant de questions qu'il faut se poser. Et c'est ça le véritable problème. Pourquoi on a cherché par la suite une clause de confidentialité? Là, il ne s'agissait plus du contrat initial, mais d'un contrat donc, transactionnel où il est dit, voilà, Kumba accepte telle chose. Aujourd'hui, Kumba peut se lever et dire, bon, d'accord, vous avez violé la clause de confidentialité. À partir de là, moi-même, ce que j'ai accepté, je refuse. Et je reviens à la case départ, je prends en considération... Kumba va le faire puisque vous êtes l'avocat de Kumba. Non, mais je dis qu'en droit, Kumba est fondé à dénoncer le contrat puisque le contrat a été violé aujourd'hui dans une de ses dispositions substantielles à cause, encore une fois de plus, de ce problème soulevé par l'ancienne autorité et à laquelle la nouvelle autorité a été obligée de répondre en brandissant des documents. En tombant dans le piège. Que nous avons payé des sommes. Et si on nous dit on dénonce tout et ce que vous avez payé, même ça, on ne considère plus. Et qu'on n'a qu'à revoir le contrat puisque, voilà, vous êtes les premiers à violer ce contrat. Qu'est-ce que nous allons dire? Simplement par besoin de transparence, on a été obligé de le dire au peuple. Écoutez, dans ces pays, en tout cas où ces sociétés évoluent, la notion de transparence existe. Mais c'est justement, c'est eux qui ont créé ces clauses pour protéger ces grandes sociétés dans leur propre pays. Toutes les grandes puissances évoluent avec ces firmes dans ces mêmes conditions. Pourquoi nous
Nous ne pouvons pas accepter ces clauses techniques. Je dois dire simplement que ce n'est pas parce que le peuple a soif de transparence que nous devons être en marge de l'évolution technique du monde quand il s'agit de gestion des dossiers de mines. Très bien. Commissaire Ousseynou Keïta. Oui, le micro, voilà. Merci. Maître, bonsoir. Bonsoir, commissaire. Monsieur le commissaire Keïta. Merci. Moi, ce que ces affaires m'inspirent, cette affaire d'ArcelorMittal, c'est surtout de me poser la question de savoir quelle culture nos autorités ont de leurs responsabilités. Pas dans le cadre de chaque affaire, mais dans le rapport constant avec les populations. Disposent-ils dans chaque affaire, dans chaque dossier, pour simplement poser un acte et passer en tenant compte de critères qu'ils ont ponctuellement devant eux, ou prennent-ils justement tout le temps la mesure de leur responsabilité, de la nature des charges qu'ils ont? Quand on a la responsabilité de gérer un pays, on le fait en tenant compte d'abord de l'intérêt de ce pays, de l'intérêt des populations, plutôt que de cultiver autour de soi des sources d'obligations qui tiennent à d'autres intérêts. Vous qui êtes avocat dans cette affaire-là, qu'est-ce que vous pouvez apporter au peuple pour lui permettre, au-delà de ce que les autres ne respectent pas, de pouvoir tout le temps au moins jouer les sentinelles pour lui-même et tirer sur la sonnette d'alarme à chaque fois que les autorités risquent de passer au-delà des intérêts du peuple et du pays. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous sommes un pays qui cherche à se développer et qui n'est pas rassuré avec des événements comme ça sur l'attitude que ces autorités prennent pour véritablement défendre ses intérêts. Et à chaque fois que ça se passe comme ça, il faudrait qu'on trouve d'autres mécanismes pour au moins nous assurer que tous les démarcheurs, tous les marchands, les hommes d'affaires qui tournent autour de nos autorités ne sont pas en train de piloter l'ensemble de nos ressources, l'ensemble de nos moyens dans le seul but de s'enrichir et d'aider des fonctionnaires, des agents de l'État à s'enrichir à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Vous avez la responsabilité aujourd'hui, en tant que citoyen sénégalais, mais en tant qu'avocat, de réfléchir sur ces questions-là pour accompagner le peuple dans son évolution. Je vous remercie. Merci, commissaire. Oui, je vous remercie, commissaire. Je pense que ça, c'est un réquisitoire qui mérite d'être dit à l'attention de tout le monde. Et je partage profondément, d'ailleurs, le contenu de ce réquisitoire. C'est cela qui me pousse à dire que là où on a avancé techniquement des choses sans donner la possibilité à l'autre de s'exprimer, mais aussi en oubliant que ce n'était pas à cet endroit qu'il fallait parler de ça. Je pense qu'on crée trop d'amalgame, trop de confusion, et à la limite, on finit même par faire douter le peuple, mais également par faire douter les investisseurs. Car nous n'avons rien. Ce que nous avons, c'est notre crédit, notre parole. Si notre parole ne vaut plus rien à la bourse, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces populations qui attendent de nous des créations d'emplois? Lorsque des investisseurs viennent, s'installent, acceptent même de renoncer au contenu d'un jugement, acceptent encore alors que rien ne dit que cela devait se passer comme ça, acceptent encore une fois de plus ce que tout le monde a dit, de rester en bon terme avec les autorités du pays. Est-ce que nous devons continuer de maintenir le flou dans nos relations et encore une fois de plus de continuer de dénoncer des personnes qui ne sont plus là pour s'expliquer sur ces faits? Autant il est nécessaire de défendre les intérêts du peuple, autant il est nécessaire de défendre les intérêts de ces sociétés qui viennent simplement investir dans des conditions et des règles du jeu que nous définissons. Je pense que là aussi... La question, maître, c'est qu'on a perdu sur les deux tableaux. Kumba Ressources est parti parce qu'on a rompu unilatéralement le contrat. Mittal est arrivé avec 1000 milliards d'investissements annoncés parce que le gisement de fer, c'est 250 millions de tonnes. Finalement, on a perdu sur les deux tableaux. Oui. C'est ça peut-être qui est un peu triste dans cette histoire. Nous avons perdu sur les deux tableaux pour la simple raison qu'il y a, comme l'a dit le commissaire Keïta, des maladresses de part et d'autre. Des maladresses au départ parce que nous n'avons pas su bien gérer notre contrat avec Kumba. Kumba est une société, quelqu'un l'a dit, celui qui dit porter plainte, qui a un chiffre d'affaires annuel de 16 milliards de dollars. Mais Kumba est le premier au monde aujourd'hui
à s'occuper des questions de mines. Lorsqu'il s'agit de mines, de recherche et d'exploitation minière, Kumba dépasse de loin Mittal. Mittal, c'est le numéro 1 aussi de la sidérurgie. Mais la sidérurgie, ce n'est pas l'exploitation des mines. Donc, nous avions déjà l'homme qu'il nous fallait pour nos mines. Et ensuite... Ce n'est pas l'avocat de Kumba Ressources qui parle non, mais pas du tout. C'était un enchaînement logique. Vous avez ici à côté quelqu'un qui ne fait que l'exploitation minière. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui s'occupe de transformer ce fer pour en faire quand même ce dont on a besoin un peu partout dans le monde. 250 millions de tonnes, c'est quand même énorme. Oui. Oui, vous savez, aujourd'hui, on parle même de 700 millions. Certains parlent de 700 millions, donc millions de tonnes pour ce qui est du fer de la Falémé. Oui. Mais à côté, c'est rien lorsqu'on sait que pour une seule mine en Guinée, je parle de Simandou, qui fait courir beaucoup d'investisseurs, on parle de 8 000 milliards. Donc là, c'est autre chose. Et je pense qu'à côté également, Sierra Leone, ils ont dû faire, tout le monde a dû faire. Et vous avez vu que lorsqu'on a laissé partir Kumba, Mittal est venu s'installer. Mais Mittal, pour des raisons économiques, dit que je ne peux plus continuer parce que la crise économique est telle que je suis obligé de me retirer au Sénégal et dans certains pays d'Afrique. Pour ceux qui suivent la télévision guinéenne, 1 mois et demi après, nous avons aperçu le patron de Mittal reçu par les autorités guinéennes pour faire des offres, pour s'intéresser au fer de la Guinée, là où on venait de quitter le Sénégal, au motif qu'on ne veut plus investir ici parce que c'est des problèmes économiques qui sont là et financiers. Donc, voilà, à mon avis, quelque chose qui mérite réflexion. À côté aussi, vous avez Kumba. Kumba investit énormément dans ce pays pendant 2 ans au niveau de la recherche. Kumba s'en va, et ça, c'est un autre problème. L'État sénégalais, à l'époque, qui a mal géré ses rapports avec Kumba, au départ, a laissé Kumba partir sans prendre les échantillons de recherche, sans prendre l'étude technique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette étude technique, cette étude géophysique, cette analyse et ces sondages de 2000 échantillons, Kumba est parti avec. Quand on s'est rendu compte de l'erreur, on a tout de suite été kidnappé le géologue de Kumba, Sadio Kandé. Pour le garder, tout le monde se souvient, la presse, le populaire, a parlé de l'arrestation de Sadio Kandé, conduit à la digue où il a passé des nuits au port, au commissariat du port. Et Kumba m'a saisi pour me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce qu'il recherche, ce sont nos échantillons, ce sont nos études. Mais celui-là n'a rien à voir. Allez s'occuper de sa défense. Et lorsque je me suis occupé de sa défense, M. Sadio Kandé est sorti. Il m'a expliqué le pourquoi de cette arrestation et toutes les questions qui tournaient autour de ce qu'on voulait savoir. Mais aujourd'hui, l'État fort de cette erreur, l'État actuel fort de cette erreur du premier régime, dit, nous laissons partir Mittal. Mais attention, si nous laissons partir Mittal sans prendre les études techniques, demain, nous allons perdre du temps. Parce que si vous avez des mines sans études techniques, vous n'avez rien réalisé. Les études techniques coûtent plus cher. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? L'État dit, dans les négociations, nous vous laissons 50 millions de dollars, c'est-à-dire 25 milliards pour les études. Ouais. Puisque ça a été négocié, c'est eux-mêmes qui ont avancé des montants, 25 millions de dollars. Mais ces études, certains, j'ai entendu des hommes politiques dire, c'est grave, comment peut-on payer des études à 25 milliards sans oublier que techniquement, d'abord, ces études concernent des études géophysiques, ces études concernent des analyses de 2000 échantillons, etc. Et que demain, si quelqu'un d'autre vient récupérer ces mines entre les mains de l'État sénégalais suite à la résiliation du contrat avec Mittal, mais cette société va gagner en temps, va gagner en gestion des études réalisées. Cette société pourrait donc raccourcir le délai d'exploitation véritable de ces mines, ce que nous attendons toujours. Donc aujourd'hui, il me semble quelque part que c'est ce qu'on reproche à l'actuel régime et je suis désolé de dire vraiment... C'est un reproche pertinent, fondé? Non, écoutez, il faudrait plutôt tirer un satisfecit à ceux qui ont agi dans ce dossier pour au moins récupérer les études techniques au lieu de chercher plus tard à kidnapper le géologue et avoir les études techniques d'une autre manière non orthodoxe. En même temps, l'opposition actuelle, anciennement au pouvoir, reproche à l'actuel régime
d'avoir mené les négociations à l'insu de l'agent judiciaire de l'État. On a entendu Maître El Hadj Amadou Sall dans l'élément tout à l'heure dire on s'est contenté de 75 milliards de francs CFA là où on pouvait avoir 2400 milliards. Et dites-nous. Mais moi, je tombe des nues. Et lorsque je vois tout un débat autour de cette question, on dit 2500 milliards. Nous avons tout mis dans ces mines. Kumba y a laissé des années de labeur, beaucoup d'investissements. Et Kumba, donc, est sorti des mines d'une manière non contestée, puisqu'on a dit volontairement, on a résilié ce contrat. Mais Kumba, donc, qui depuis un acte du 7 juillet 2004 avait commencé donc à s'investir dans ces mines, saisit la chambre arbitrale, demande 355 milliards de francs CFA, argument à l'appui, avec le plus grand cabinet en matière d'arbitrage au monde, le cabinet Linklater, qui fait 1659 avocats aujourd'hui, pour la plupart spécialisés sur les questions d'arbitrage, tout le monde le sait. Et Kumba, assisté également ici au Sénégal par mon cabinet et le cabinet de Maître Mamad Gueye, se retrouve dans un procès où on lui a donné que 98 millions de dollars. Mais voilà aujourd'hui que quelque part, on nous fait savoir qu'il est possible que la même juridiction arbitrale, pour la même licence, peut aujourd'hui octroyer 2500 milliards à quelqu'un. Mais écoutez, il faut être raisonnable. Il n'est pas interdit de rêver, mais quand même, il ne faut pas aller au-delà du rêve. Et je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais devraient raison garder lorsqu'on avance des chiffres en disant que des techniciens, des experts se sont prononcés sur cette question. Il faut savoir simplement que ces experts, dans l'arbitrage, c'est une condition sine qua non si on veut régler l'indemnisation. Et la mise à l'écart de l'agent judiciaire de l'État? La mise à l'écart de l'agent judiciaire, c'est un autre problème. Vous savez, chaque régime qui vient avec son avocat, avec son agent judiciaire, avec son procureur, parce que chacun fait confiance à qui il souhaite faire confiance. Ce qui n'est pas souhaitable. Ce qui n'est pas souhaitable, mais pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Lorsque l'autorité présente estime que l'avocat qui était dans l'affaire peut continuer, parce qu'ayant des relations très étroites avec l'ancien tenant de pouvoir, peut continuer à communiquer avec lui et peut-être de façon incidente et involontaire sur des éléments du dossier, peut estimer qu'il y a lieu de prendre toute précaution qui s'impose, à savoir changer d'avocat, c'est son droit le plus absolu. De même, aujourd'hui, lorsque l'agent judiciaire qui était là a été enlevé, Monsieur Dianko, mais quand même remplacé par Mme Aïssé Gassama. Exactement. Donc, Exactement. Pourquoi? Oui. C'est pour ce que je viens de dire. Oui. Chaque autorité a sa manière de choisir et ses raisons de choisir avec qui elles veulent collaborer. De même, vous avez vu, on a changé le procureur de la République qui était là à l'époque du tribunal de Dakar par un autre procureur parce qu'il y avait des dossiers sensibles qui relevaient donc de ces poursuites contre les anciens dignitaires. Donc tout ce qui pouvait peut-être gêner ceux qui étaient là ont été considérés comme des facteurs bloquants sur lesquels l'autorité politique a estimé devoir prendre des mesures. Je pense que cela, on ne peut pas en discuter. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire de l'autorité lorsqu'il s'agit de faire des choix. Mais maintenant, quand il y a lieu de parler de l'agent judiciaire de l'État dans une procédure, je dois dire que l'agent judiciaire de l'État qui intervient, c'est vrai, il y a un décret qui donne les pouvoirs à l'agent judiciaire. Mais n'oublions pas que l'agent judiciaire est logé au ministère des Finances. Et le ministère des Finances et celui qui coiffe, c'est le trésorier général, justement, qui coiffe l'agent judiciaire de l'État. Mais en même temps, lorsqu'on dit que l'agent judiciaire trouve ses attributs dans un décret, mais l'État du Sénégal, à travers le ministre, le président de la République qui incarne l'État, donc celui-là tire ses pouvoirs de la Constitution. Et le ministre tire ses pouvoirs des lois de la République. Donc aujourd'hui, entre un décret et des lois, ou celui qui détient ses pouvoirs d'une constitution, on ne peut pas discuter s'il est légitime qu'il puisse agir au-dessus de la tête
de cette personne. Très bien. Maître Assane Dioma Ndiaye, on vous donnera la parole tout à l'heure, mais le temps juste de regarder un autre sujet, il est relatif à la traque des biens mal acquis. C'est toujours dans le sillage de ces affaires qui agitent un peu le landerneau politico-judiciaire. Karim Wade est en prison depuis 20 mois. Son procès ouvert le 30 juillet dernier est toujours en cours. Un face-à-face depuis 5 mois avec la Cour de répression de l'enrichissement illicite, marqué par le limogeage du procureur spécial Alioune Ndao et son remplacement par Cheikh Tidiane Mara. L'AC donne la parole à la défense qui clame l'innocence de son client, la partie civile qui dit détenir la preuve de sa culpabilité et la société civile qui se montre favorable à une liberté provisoire au bénéfice du prévenu. Un sujet de Hadi Atala Atanarba. Karim Wade, ancien ministre des Infrastructures, accusé à tort ou à raison du délit d'enrichissement illicite. Son procès suscite des débats. Ses avocats clament toujours son innocence, ceux de l'État sa culpabilité. La détention de Karim n'a jamais été justifiée. Aujourd'hui, cette détention, elle est intolérable et on doit y mettre fin le plus rapidement possible. Ce n'est pas que nous sommes en train de chercher des preuves, mais nous sommes en train de discuter des preuves, comme ça se passe dans tous les procès pénaux. Comme dans un dialogue de sourds, la défense demande son élargissement faute de preuves, la partie civile le contraire. La libération de Karim s'impose. Voilà pratiquement plus de 2 ans de détention. Je pense que d'office, le ministère public devrait demander à la Cour de libérer Karim, même sans aucune intervention de ses avocats. La culpabilité, c'est le tribunal qui en soit sûr. Mais nous sommes sûrs de notre dossier. C'est notre dossier qui nous intéresse. Et nous estimons qu'il est solide. 5 mois après l'ouverture du procès de Karim Wade, la société civile, elle, déplore l'absence de nouveautés dans le dossier, excepté le limogeage de l'ancien procureur spécial Alioune Ndao, qui n'a fait que retarder le procès. Je pense que c'est indépendant de la volonté de Karim Wade, qui est justement la personne qui est en prison depuis bientôt 2 ans, donc au moins 20 mois. C'est une situation qui n'est pas souhaitable. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un, le mettre en prison, qui a déjà bénéficié d'une présomption d'innocence, quels que soient par ailleurs les faits qui lui sont reprochés et qui perdurent. Ça fait 20 mois et nous voyons aujourd'hui qu'il y a une sorte d'impasse. Les renvois selon les deux parties ne peuvent en rien entacher le dossier, même s'il le retarde. C'est un autre magistrat aguerri qui remplace un autre magistrat aguerri dans une procédure. Donc je ne pense pas qu'il puisse avoir des problèmes pour trouver ses marques et suivre correctement ce dossier comme l'a fait son prédécesseur et son substitut. Donc il est manifeste que le nouveau procureur spécial n'a pas de prétexte. Il est bien à point où il devait être à point, et peut-être même plus à point que nous. D'où l'urgence pour la société civile d'accorder une liberté provisoire pour le présumé coupable. L'État devra trouver une formule comme celle-là qui pourra en tout cas, garantir la liberté, en tout cas, les droits élémentaires de cette personne-là. Il était souhaitable qu'il y ait une libération provisoire, qu'on appelle détention provisoire, qui est plutôt une libération conditionnelle ou une liberté provisoire plutôt, c'est le mot que j'ai cherché, qui lui permet d'être en contrôle judiciaire et de répondre à l'appel du juge chaque fois que de besoin. Le procès de Karim Wade a fait les choux gras de la presse et tenu en haleine tout un peuple et qui attend impatiemment la manifestation. Manifestation de la vérité sûrement. Hadi Atala, merci. Maître Assane Dioma Ndiaye. Merci Mamadou. Et je dois dire que je suis très ému de me retrouver en face de Maître Boukounta Diallo, sans qui sans doute je n'aurais pas accompli tout ce que j'ai accompli à ce jour en matière de droits humains. Et je me rappelle qu'il m'a appelé un jour pour me dire « Je me reconnais en toi. Et puisque je dois quitter l'ONDH, je voudrais que tu me remplaces. » C'est comme ça qu'il a suscité en moi cette ambition à l'époque de diriger une organisation aussi prestigieuse que l'Organisation nationale des droits de l'homme. Et je ne pourrais pas dire tout ce qui a, plus que tout ce qui a été dit ici. Et revenant au débat, je pense si on fait la radioscopie de tous les problèmes que nous connaissons en ce moment, on se dit qu'on est toujours au cœur de la problématique de la gouvernance démocratique. Et on se demande si réellement nos dirigeants sont préparés à cette gouvernance démocratique. Et souvent, on fait l'erreur de penser que quand on est élu avec un pourcentage de 67%, 70%, on est légitime.
Mais on est légitime de par l'élection, mais la légitimité, c'est les actes de tous les jours. Et le citoyen, vous avez des mandats qui vous ont élus et vous agissez au nom de ces citoyens. Et aujourd'hui, à travers ces différentes affaires, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'ancien régime que du nouveau, on sent que le citoyen est entre parenthèses, il est mis entre parenthèses. Même s'il s'agit d'apporter des informations ou par rapport des réponses à des interrogations de politique, on ne répond pas aux citoyens, mais on répond à l'opposition ou à l'opposant qui pose cette problématique. Or, le citoyen a besoin de savoir. Nous avons longtemps réfléchi sur ce qu'on appelle la circulation du capital international ou du commerce international et l'impact sur les droits des populations autochtones, des citoyens. Et aujourd'hui, à l'image de ce qui s'est passé au Congo, le scandale congolais et d'autres pays, la Guinée, on se rend compte que le Sénégalais ne peut rien espérer de ces ressources qui sont attendues, aussi bien des ressources déjà découvertes que celles qu'on envisage de découvrir. Et si l'on regarde la manière dont les contrats sont signés et les dénouements se font, quel est le profit? Qu'est-ce que le citoyen sénégalais a tiré de tout ça pendant 10 ans, 12 ans de ces ressources? Même de l'or de Sabodala, rien. Les avions partent avec de l'or et les populations ne trouvent rien. Donc, assurément, je pense que nous sommes dans une équation, dans une incertitude existentielle. Puisque quand on pose le problème des droits économiques et sociaux, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'habitat, le droit au travail, au regard au nombre de jeunes diplômés qui sont là, on nous dit que nous n'avons pas de ressources. Maintenant que nous espérons au moins avoir des ressources, on ne nous donne pas des gages de mettre ces ressources au profit des aspirations profondes des populations. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui pour les citoyens de se lever. Je crois qu'au-delà de ce débat, le conflit, il est inhérent à la société. Mais le problème, ce n'est pas le conflit. Mais quelles leçons en tirer? Et or, on ne sent pas aujourd'hui, de la part de ces dirigeants, au moins l'humilité de reconnaître les erreurs. Et quand on ne reconnaît pas ces erreurs, on persiste dans l'erreur. Et persister dans l'erreur est diabolique. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, je ne dis pas dessus, mais nous sommes dans une situation où nous ne reconnaissons pas à travers nos élus. Et ça, je n'excuse personne, tous les régimes qui sont succédés aujourd'hui à la tête du Sénégal. Justement, Maître Boukounta Diallo, dans le prolongement de son raisonnement, de sa contribution, est-ce que ce n'est pas parce que la société civile, quelque part aussi, a baissé les bras quand on fait allusion à la détermination de cette même société civile, un fameux 23 juin 2011? Oui, écoutez... Vous étiez là? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, nous avons tous été des artisans. Parmi les artisans de cette révolution citoyenne, où je vois M. Ibrahima Sène en face de moi, qui a même fait l'objet d'arrestation. Et ce jour-là, dans Soko, Aluntine était chez moi pour qu'on gère effectivement les questions liées à sa libération à partir de mon domicile, à la place de l'Indépendance. Et je vois aussi Maître Ndiaye, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, et Maître Tine qui a été arrêté. Donc je pense que c'était l'affaire de la société civile. C'était l'affaire aussi des partis politiques. C'était l'affaire de tout le monde. Et le pays était menacé par différents problèmes. Et nous avons estimé qu'il fallait qu'on sorte, en tout cas de nos bureaux, pour aller donc avec les politiques sur le terrain et défendre la patrie. Et je pense que si les mêmes conditions encore sont réunies, croyez-moi, les mêmes personnes, éléments de la société civile, qui semblent aujourd'hui se désintéresser de la chose publique, sont loin de se désintéresser de cette chose publique. Si, en tout cas, les circonstances font appel à ces mêmes personnes vont sortir pour défendre les mêmes principes. Alors, défendre, c'est la raison d'être de l'avocat. On a vu le sujet sur la traque des biens mal acquis avec le procès Karim Wade, qui dure ou qui perdure, c'est selon. Vous ne vous êtes constitué ni pour Karim Wade, ni pour l'État, qui est indéfendable. Merci. Vous savez, voilà une question qu'on me pose souvent. Je pense que la presse en a fait l'écho à un moment donné où j'étais pressenti pour défendre qui vous savez. Et d'autres, je ne dis pas Karim Wade, vous avez la lecture en tout cas sur ce sujet, mais également ce que je dois avouer, la plupart effectivement des personnes poursuivies ont sollicité mes services. Mais pour une raison simple, je me suis dit,
on ne peut pas être acteur artisan parmi ces artisans de cette révolution citoyenne qui nous a débarrassés des anciennes pratiques. On ne peut pas non plus être artisan parmi ceux-là qui, à travers les différentes chaînes de télévision, essayaient d'élever la conscience citoyenne en développant des sujets sur la malgouvernance qui étaient là, patente. Alors, et se lever un beau jour, revenir devant ce public pour défendre ceux-là qui étaient accusés d'être à l'origine donc de ces pratiques. Je me suis dit, pour des raisons d'éthique et de morale, je suis mal placé pour le faire. Il y a quand même le principe de la présomption d'innocence. Oui, maître. non. Un autre avocat peut le faire parce que cet avocat n'est pas artisan parmi les artisans de cette révolution citoyenne. Mais moi, j'ai été un artisan, j'étais là, je pouvais être arrêté, je pouvais y laisser ma vie. Mais donc, j'ai continué ce combat à côté du combat de l'avocat, certes, mais ceux-là qui n'ont comme vocation que de défendre effectivement les dossiers qui leur sont soumis peuvent valablement défendre ces dossiers. Mais en ce qui me concerne, j'ai estimé, par respect au public, par respect aux Sénégalais, je n'ai pas le droit de les décevoir en allant défendre des causes, en tout cas pour lesquelles je me suis affiché comme étant celui qui dénonçait ces pratiques. Je dois dire, c'est des raisons d'éthique et de morale. Vous auriez pu défendre alors les intérêts de l'État? Mais bon, vous savez, comme je dis, chaque État vient avec ses avocats. Je n'en fais pas partie pour ce qui concerne ces procès. Bon, comme on dit... Le régime actuel ne vous a jamais sollicité. L'État ne vous a pas sollicité. Bon, écoutez, pour ces dossiers, l'État ne m'a jamais sollicité sur ces dossiers. Donc, concernant la traque des biens mal acquis, ce que la presse, effectivement, a donné comme intitulé. Parce que juridiquement, quand on parle de traque des biens mal acquis, moi, je parle plutôt d'enrichissement illicite et d'autres délits annexes. Alors, votre avis sur une question qui fait débat avant de retourner la parole au public, est-il concevable, en l'état actuel des choses, je fais allusion un peu au déroulement du procès, que Karim Wade puisse bénéficier d'une liberté provisoire? Bon, écoutez... j'ai toujours refusé, M. Khan, de m'immiscer dans ce débat, encore pour des raisons déontologiques, parce que j'ai des confrères qui se battent d'un côté comme de l'autre. Chacun cherche à sauver la tête de son client ou les intérêts de son client. Mais en ce qui me concerne, je ne peux pas venir ajouter à ces difficultés d'autres difficultés. C'est pourquoi j'évitais la presse depuis que ce procès a commencé. D'ailleurs, nous avons programmé depuis longtemps cette émission, mais je vous disais, attendons que le procès se termine. Mais comme le procès s'étire, je me suis dit aussi, je n'ai pas le droit de rester à l'écart pour ne pas me prononcer sur les questions de la cité. Et il s'agit de questions de la cité, n'est-ce pas? Oui. Je dois simplement avouer également, je dois avouer qu'il y a eu une erreur de communication au niveau de l'État dans ce qu'on peut appeler la traque des biens mal acquis. Et c'est ce que je déplore. Ce que j'ai déploré, c'est cette erreur de communication qui a consisté dès le départ à faire croire au peuple que cette procédure initiée devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite devait déboucher sur la récupération des biens donc, qui ont été pris à l'État, au Sénégal. Alors que ce n'est ni l'esprit de la loi, à travers l'exposé des motifs de la loi qui crée le délit d'enrichissement illicite, ce n'est ni également la loi à travers cet article qui crée la Cour de répression de l'enrichissement, cette loi qui crée la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Vous verrez à travers l'exposé des motifs de ces deux lois qu'il est question d'essayer de réprimer certains comportements que nous n'avons pas réussi à réprimer jusqu'ici, même si nous avons réussi en ce qui concerne les détournements de deniers publics. Il fut un temps, toutes les semaines, vous aviez des articles sur les détournements de deniers publics. Mais depuis qu'on a renforcé les peines, il y a eu moins de détournements de deniers publics. On en parle rarement. Mais là, l'autorité qui était en place à l'époque, l'autorité socialiste, a estimé qu'elle devait installer une politique de justice sociale en mettant en place des dispositions législatives, répressives, allant dans le sens d'atteindre ce que la loi n'a pu atteindre à travers certains comportements dénoncés, notamment la corruption. Les questions de corruption, même si elles étaient prises en charge par la loi, malheureusement, ces questions n'étaient toujours pas traitées de façon convenable. Maître, oui, terminez votre phrase. Oui, d'où
la loi sur l'enrichissement illicite. Donc cette loi est une loi destinée à créer une forme d'exemplarité dans la sanction pour que plus jamais des Sénégalais ne soient tentés de refaire la même chose. Voulez-vous dire qu'on ne va rien récupérer avec la CREI? Mais écoutez, on ne dit pas que quelqu'un a volé. Qu'est-ce que c'est que le délit d'enrichissement illicite? On dit, vous, on a vu que votre train de vie, avec ce que vous avez gagné ou ce que vous gagnez, en tout cas, il y a une différence entre ce que vous avez pu amasser comme fortune et votre train de vie. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une très grande différence. La différence là, on veut savoir comment vous l'avez acquis. Cela ne veut pas dire qu'on vous a confié des fonds et que vous les avez détournés, qu'on vous a laissé des biens de l'État que vous avez détournés. On vous dit simplement, vous avez un train de vie supérieur à vos revenus légaux. Nous voulons comprendre comment vous avez réussi à le... Si vous n'arrivez pas dans un délai d'1 mois à justifier de l'origine licite de vos biens, vous êtes passible du délit d'enrichissement illicite. Où est le détournement? Où est l'argent à récupérer? C'est pourquoi, si on avait opté même pour la haute cour de justice, comme certains le disent, ceux qui sont poursuivis disent non, nous ne sommes pas justiciables devant la cour de répression de l'enrichissement illicite. Nous sommes justiciables devant la haute cour de justice. Mais là-bas aussi, c'est grave, parce que devant la haute cour de justice, c'est des députés qui votent. Il n'y a qu'un seul magistrat, c'est le président de la haute cour de justice, assisté de 8 députés titulaires et de 8 députés suppléants. Et lorsqu'il s'agit de prendre une décision, on ne prend pas une décision en fonction de la technicité du dossier. On prend une décision en votant à la majorité absolue. Donc, si vos adversaires... C'est une justice politique. Mais qui est majoritaire à l'Assemblée nationale si ce n'est pas le parti au pouvoir? Si vous devez être jugé par le parti au pouvoir, quelle utilité de réclamer à aller devant la haute cour de justice? Et ensuite, il est dit quoi à l'article 27 qui crée donc la haute cour de justice, la loi organique qui crée la haute cour de justice? L'article 27 dit que la constitution de partie civile n'est pas recevable devant la haute cour de justice. Et l'alinéa 2 de cet article 27 dit que la personne qui veut réclamer des dommages et intérêts, ou l'État, si il veut réclamer des dommages et intérêts, doit, après décision de la haute cour de justice, saisir les tribunaux ordinaires pour demander réparation. Vous voyez? Et de l'autre côté également, pour la cour de répression de l'enrichissement illicite, dans la loi sur l'enrichissement illicite, mais il est dit que si vous êtes reconnu coupable, vous pouvez être condamné à une peine allant de 5 à 10 ans, mais aussi à une sorte d'amende qui peut être portée au double de l'enrichissement illicite. Pourquoi on parle d'amende portée au double de l'enrichissement illicite? Parce qu'on privilégie la sanction et non pas la récupération de fonds. Aujourd'hui, l'État a constitué des conseils. Je ne partage pas effectivement cette démarche de l'État, puisque ma conviction est que dans ces dossiers, avec l'esprit de la loi, il n'y a pas de constitution de partie civile, certes, mais puisque une décision a été rendue, nous sommes en République, il faut respecter la décision et il faut respecter aussi la décision de la Cour suprême qui a été saisie à l'image de Isaac Foster, le président Isaac Foster, premier président de la Cour suprême du Sénégal indépendant, lorsqu'à une rentrée solennelle des cours et tribunaux, il disait au président de la République de l'époque, le président Senghor, « Monsieur le Président, même nos erreurs s'imposent à vous. » Donc ces mêmes erreurs, s'il y a erreur, s'imposent à nous tous. Il n'y a pas de caution de partie civile dans le cadre de cette procédure? Bon, écoutez... Donc ces avocats qui disent défendre l'État ne peuvent pas? Autant dans la loi qui régit la haute cour de justice, c'est textuel, il n'y a pas de caution de partie civile, c'est l'article 27. Autant dans l'enrichissement illicite, il m'a semblé qu'on a oublié d'être très explicite. Parce que quelque part, il y a une disposition qui dit que lorsqu'une décision est rendue, la décision peut être déférée devant la Cour suprême, mais on dit le pourvoi ne peut être intenté que par le procureur général ou par l'accusé. Alors, où on parle de partie civile, si une partie civile n'a pas la possibilité de profiter des mêmes recours que les autres parties, indirectement, je me dis, on a ignoré cette partie. Donc, si maintenant cette partie s'installe d'elle-même, ça, je pense que c'est le fait du droit, parce que le droit, c'est la critique. Rien n'est définitif. Monsieur Atam-Bodian, oui. Merci beaucoup. Après Ibrahim Hassen. Voilà. J'étais censé ne pas intervenir au niveau de ce débat, mais j'interviens en tant qu'expert de l'aviation civile. Lorsque j'étais en fonction, il y a une société minière qui travaillait à Sabodala
qui nous a invités pour aller ouvrir une piste à Sabodala. On s'est posé des questions. On lui a construit sa piste, on a cherché sur un plateau, on a construit la piste. Et il a fait venir un avion à réaction, un petit avion. Il nous a invités, on a fait des voyages pour soi-disant des réunions de travail, des réunions de chantier. Ces réunions prenaient 2-3 heures, on mangeait même sur place. On revenait, mais il y avait des bagages dans l'avion. 3 années après, vous vous rappelez l'arrestation d'un pilote nommé Camara qui, dit-on, avait peut-être des lingots d'or dans l'avion. Vous vous rappelez? Ce qui revient à dire que ce problème, comme vous l'avez dit, nous, ça nous pose des problèmes. Et moi, citoyen lambda, je suis devenu perplexe. Je me pose des questions. À plus forte raison, les investisseurs. C'est la raison pour laquelle, Maître Boukounta, il faudrait peut-être, au bénéfice de la population sénégalaise, au bénéfice de la nation, régler le plus tôt possible pour que la sérénité revienne dans ce pays. Parce que ça nous met mal à l'aise, ce problème de Mittal. Très bien, merci Bodian. On prend la question ou la contribution de Sen et puis on retourne à Maître Diallo. Je vous remercie, membre Ibra. Et comme Hassan Diomandjaï, je suis très ému devant Maître Boukounta parce qu'il m'a sorti des griffes de la tôle à 2 reprises. Ah oui. Et ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Et à 2 reprises, c'était avec Wad. et ça, je ne saurais jamais cesser de le remercier et d'en être reconnaissant. Pourtant, je ne l'ai jamais payé un souffle. Mieux, dans nos discussions, j'ai toujours été très critique vis-à-vis de sa profession. Donc, rien ne l'obligeait à être aussi magnanime, aussi disposé, aussi généreux pour venir me défendre. Je le remercie encore davantage. Et surtout, quand j'ai entendu l'exposé qu'il nous a fait tout à l'heure sur Kumba Ressources et sur la cour d'enrichissement illicite, je me retrouve totalement dans ce qu'il dit. Seulement, il y a 2 choses qu'il faudrait vraiment rappeler. Le président Abdoulaye Wade a contesté le montant reçu par l'État. L'État a dit que j'ai reçu 150 millions d'euros. Oui. Lui, il dit que c'est 250 millions. Il y a 100 millions, donc 50 000 hectares, 50 milliards de francs CFA dans l'air. Donc, il y a suspicion de détournement. Voilà ce qu'il dit dans ce dossier. Maintenant, sans compter dire qu'on aurait pu avoir plus, mais tout le monde sait qu'on peut toujours rêver pour avoir plus. Mais seulement, l'accusation grave qu'il a faite, c'est ceci. L'État n'a pas reçu 150 millions de dollars, mais 250 millions. Voilà pourquoi nous, en tant que politiques et alliés du chef de l'État, à Benno Siggil Sénégal, nous avons demandé au gouvernement d'édifier l'opinion sur ce qu'il a reçu. Clair. Oui, le gouvernement a dit qu'il a reçu 150 millions. Non seulement il a reçu 75 milliards de francs CFA. Donc, non seulement il l'a dit, mais il a publié le document. Bon, s'il ne devait pas le publier parce qu'il avait signé une clause de confidentialité, bon, vraiment, on s'en excuse grandement, mais politiquement, on avait besoin que l'opinion soit édifiée sur cette question. Voilà pourquoi nous avons dit immédiatement sur ce dossier, sur ce que le gouvernement a reçu, nous lui accordons le bénéfice de tout, jusqu'à ce que Abdoulaye Wade prouve le contraire. Voilà pourquoi, à Benno Siggil Sénégal, nous avons dit et répété, nous attendons qu'Abdoulaye Wade sorte le PV du conseil d'administration d'ArcelorMittal, dont il dit qu'il détient, où il est mentionné 250 millions de dollars donnés au Sénégal. C'est ça le débat. Et le gouvernement a fait ce qu'il devait faire, ce qu'on lui a demandé, même en violant des clauses de confidentialité. Il l'a fait.
mais de grâce que le président Wade édifie les Sénégalais. En tout cas, si on entend le développement que les partisans du président Wade font, ils n'insistent plus sur les 250 millions de dollars, mais ils parlent de problèmes de procédure. Oui, on a mal négocié, on a sacrifié les intérêts du Sénégal en acceptant 75 milliards. Bon, l'agence judiciaire de l'État n'a pas signé, on l'a écarté. Mais Maître Boukounta il nous a édifié sur cette question. Là où je veux terminer, c'est la liberté provisoire pour Karim dont on parle. Oui. Mais pourquoi une liberté provisoire quand le procès a repris? Ils n'ont qu'à terminer le procès le plus rapidement possible. C'est ça que les Sénégalais veulent pour être édifiés. Mais liberté provisoire maintenant, à quoi ça sert? Le procès a repris. Qu'il se termine rapidement, qu'on n'arrête plus le procès et qu'on permette aux gens de terminer le procès pour que les choses soient claires. Voilà. Oui. Maître, est-ce que vous direz la Merci. même chose que Ibrahim Assef? Oui, vous me permettrez rapidement de répondre à la première question liée au dossier donc, qui défraie la chronique. Je voudrais, à l'attention de l'opinion, informer les gens qu'en matière d'arbitrage international, lorsque une partie succombe au procès, cette même partie qui succombe supporte non seulement tous les frais d'arbitrage, parce que tout l'argent dont on parle en disant c'est pour les avocats, on oublie de dire ce sont les avocats, les juges arbitres, puisque c'est une justice privée, où nous choisissons nos juges, où on les paye, les deux parties contribuent au règlement des honoraires des juges. En même temps, les frais administratifs. Et tous ces frais réunis, plus les frais d'avocat, c'est cela qui fait l'objet de discussions souvent quand on parle d'honoraires, donc distribués ou encaissés par tel, parce que celui qui succombe supporte aussi les honoraires de la partie adverse. C'est-à-dire, dans la justice ordinaire, les frais d'avocat ne sont pas remboursés, les honoraires d'avocat. Mais en arbitrage international, les honoraires d'avocat sont remboursés par la partie qui succombe. Alors, oui, mais justement, finalement, l'État du Sénégal a encaissé combien? Parce qu'on parle même de 72 milliards virés dans le compte de l'État, de l'avocat de l'État, Maître François Meyer. Oui, bon, vous savez, ça c'est la gestion interne d'un dossier entre un avocat et son client. L'avocat a ce qu'on appelle un compte CARPA. Le compte CARPA est le compte où atterrissent les sommes provenant donc de l'indemnisation des clients. Et il serait dangereux même pour une somme aussi importante que l'avocat ne puisse pas faire passer ces fonds dans le compte CARPA, qui est géré par l'ordre et qui est rémunéré par la banque, mais les rémunérations ne profitent qu'à l'ordre et non pas à l'avocat. Et l'avocat, maintenant, lorsqu'il transmet l'argent, il est certain que des deux côtés, on a pris toutes les dispositions juridiques pour sceller le contrat qui permet donc de transférer les fonds. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement entre donc, cet avocat et l'État, puisque je ne suis pas intervenu dans ce dossier de Mittal, mais ce que je sais, en tout cas, aujourd'hui, les gens ont beaucoup spéculé sur des données qui relèvent de la gestion d'un dossier, qui relèvent de la gestion, encore une fois le plus, d'un dossier et d'un avocat dans ses rapports avec son client. Mais ce qui pose problème quand même, c'est qu'on ne soit pas d'accord même sur l'argent, les montants oui, ça pose qui problème. sont en jeu. Je suis d'accord 250 millions d'euros, voilà. 150 millions d'euros, finalement c'est... Non, c'est-à-dire, vous savez, moi, je voudrais que les gens soient conséquents. Ceux qui accusent ont d'abord dénoncé quelque chose au départ. Tout à l'heure, on a parlé des poursuites initiées dans le cadre de la répression de l'enrichissement illicite. Et je les ai entendus dénoncer le renversement de la charge de la preuve. En disant ce qui est grave dans cette loi, c'est qu'on a renversé la charge de la preuve. C'est-à-dire, on vous accuse et on vous dit, prouvez votre innocence. Alors que là, c'est la même chose. Ceux qui ont dénoncé ce fait dans l'enrichissement illicite vous disent maintenant, nous, en tout cas, voilà ce que nous avons, nous vous accusons. Mais éprouvez que vous n'avez rien fait. Je pense qu'on doit commencer par fournir les éléments de preuve sur lesquels on s'appuie pour étayer le débat au niveau de l'opinion, si on a saisi l'opinion à témoin. Donc, on doit pouvoir disposer de ces éléments de part et d'autre. L'État a fourni des éléments, mais ça ne suffit pas.
Parce que si l'État fournit des éléments, on nous dit ce ne sont pas les éléments qu'il fallait sortir. Ceux qui ont autre chose à sortir doivent les sortir pour permettre à ce débat d'être finalisé. Et je pense que c'est là où on pourra parler et c'est là où on sera très soucieux du respect de la présomption d'innocence. Très bien. Ibrahim Sen dit à quoi ça sert d'accorder la liberté provisoire à quelqu'un qui est en train d'être jugé? Bon, écoutez, je pense que notre pays est à un tournant décisif de son histoire à travers ce procès. Ce procès doit être un procès exemplaire, voulu par les Sénégalais, né de l'existence de faits réels, avérés. Personne ne peut nier qu'il y a eu des comportements antisociaux qui ont débouché sur des pratiques non orthodoxes en matière de gestion financière et en matière de gestion de l'État tout court. Qui en est l'auteur? Qui n'en est pas l'auteur? Ça, c'est une autre question qui relève de la responsabilité des tribunaux. Mais les faits sont têtus dans leur matérialité parce qu'ils existent. Nous ne pouvons pas donc les escamoter en disant il faut banaliser les choses parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais qui étaient pour cette traque des biens mal acquis, il faut le dire, ne sont plus enchantés. Ne sont plus enchantés. Et l'État s'est engagé avec les Sénégalais pour mener ce combat. Si les citoyens sont libres de se dédire ou de changer d'opinion, il n'en est pas de même du chef suprême de l'État qui doit rester inflexible, car c'est ça la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Alors, à partir de là, même si nous avons beaucoup de compassion pour ceux qui sont traînés dans la boue, leur famille, cela ne doit pas nous écarter de l'idée selon laquelle, à travers ce procès, plus jamais, à travers ces résultats, plus jamais, en tout cas, de telles pratiques ne verront jour au Sénégal. Alors, c'est l'exemplarité dont je parlais. C'est cela qui est recherché à travers la loi sur la répression de l'enrichissement illicite. Ce n'est pas l'accumulation des fonds, soi-disant, qui sont partis. On ne pourrait jamais faire revenir quelqu'un qui vous dit « j'ai un train de vie supérieur, certes, à tout ce que j'ai gagné, mais regardez tout ce que j'ai dépensé. Comment et où allez-vous rechercher tout ce qu'il a dépensé? Et est-ce que le but, comme je l'ai dit, c'est de récupérer? Ce n'est pas de récupérer, c'est de faire que plus jamais de tels comportements ne puissent exister au Sénégal, comme le détournement de deniers publics a presque disparu chez nous. Très bien. Maître, il nous reste 5 petites minutes, mais on ne va pas faire cette émission sans parler de la crise casamançaise, parce que vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « La crise casamançaise, problématique et voie de solution ». Le processus de paix actuel, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez été justement rapporteur général de la Commission nationale de gestion de la paix en Casamance? Voilà un dossier très difficile. Un dossier dont la gestion demande beaucoup d'intelligence, dont la gestion demande beaucoup de professionnalisme, dont la gestion demande aussi beaucoup de cœur. Et à l'heure actuelle, ce que nous constatons, c'est qu'il y a nettement une évolution dans les rapports entre l'État et le mouvement indépendantiste. Il y a également une sorte d'accalmie qui nous fait espérer qu'on n'est pas loin d'une solution négociée. Mais enfin, il y a un silence radio du côté de l'État qui augure de bonnes choses, comme je l'ai toujours effectivement recommandé. J'ai souvent dit que dans la gestion de ce dossier, la meilleure manière d'arrêter le processus, c'est d'étaler au grand jour sur la place publique ou devant les médias ou devant l'opinion ce qui se fait. Je crois que lorsque l'autorité trouve le besoin de le faire souvent, c'est à l'approche d'élections. On veut comptabiliser les bienfaits, ou on veut engranger des voix, donc on revendique la paternité de cette réussite. De grâce, nous ne sommes pas en tout cas proches d'élections, mais enfin, je pense que là, nous pouvons continuer de gérer ce dossier comme nous l'avons fait jusqu'à présent, en mettant en exergue le fait qu'au départ, le contentieux était culturel et il le sera à la fin. Oui. Car la résolution du conflit passera nécessairement par la solution culturelle, je ne cesserai de le dire, parce que d'une incompréhension culturelle, on a été jusqu'à considérer qu'on était en présence d'un mépris culturel de l'autre côté. Il ne s'agit pas de mépris culturel. J'ai l'habitude de dire que c'est l'inculture qui engendre l'intolérance. Lorsqu'on cultive
L'intolérance, c'est parce que quelque part, on ignore l'autre. Lorsqu'on ignore son interlocuteur et ses pratiques, on peut se tromper sur la manière de résoudre aussi le conflit qui vous lie. Et aujourd'hui, la crise casamançaise ne doit pas être réglée sur la base d'accords de paix seulement. Il y a des rites. Aujourd'hui, l'Asie nous a prouvé que tout ce qui se fait, tout ce qui se règle, tout ce qui est essentiel tourne autour des rites. C'est ça le continent asiatique. Chez nous, le culturel permet tout, car il y a ce lien du sang qui lie ceux qui sont dans la forêt, ceux qui sont morts, et à qui on doit rendre des comptes. Parce qu'avec la colère des mânes, il ne serait pas souhaitable que ceux qui continuent le combat puissent abandonner sans être déliés de ce serment rituel où ils ont juré ensemble de conduire donc à l'indépendance la Casamance. Alors nous devons les aider. Nous devons les aider pour que ces gens retournent, parce que souvent, lorsque les témoins ne sont plus là, il faut retourner dans les bois sacrés pour faire d'autres types de rites qui permettent de délier ceux qui se sont engagés. Enfin, le Casamançais qui est en brousse souhaite sortir avec la tête haute, mais non pas la tête basse humiliée. Alors nous devons les aider à sortir de cette manière. Si nous avons réussi cela, croyez-moi, aujourd'hui, et dans le calme le plus total, et de grâce qu'on évite souvent d'étaler nos connaissances de ce dossier sur la place publique, Maître Assane Dioma Ndiaye est là. J'ai été pendant 6 ans président de l'Organisation nationale des droits de l'homme du Sénégal. Je n'ai jamais évoqué ce dossier quand j'étais président, ni devant la presse, ni au niveau de l'organisation. Et lorsque j'ai fait mon livre, j'ai évité, donc, effectivement, de m'étaler souvent sur les sujets développés parce que c'est tellement sensible. C'est que si on veut aider, Bodian, gouverneur Sambou, très rapidement, on termine. Oui, commissaire Keïta, rapidement. Oui. Je vous féliciter Maître Ndiaye et Maître Boukounta sur les aspects d'approche relativement aux droits des populations, relativement aux intérêts des populations. Vraiment, c'est une contribution énorme. Je les inviterai à s'ouvrir davantage sur ces exercices parce que devant, il y a des enjeux. Devant, il y a que nous sommes à un tournant décisif de la vie de notre nation. Devant, le monde est en train de changer et nous ne sommes pas en train de voir les autorités politiques qui nous gouvernent depuis très longtemps prendre en charge ces questions-là, comme vous les avez abordées tout à l'heure. Je vous remercie grandement pour ce que j'en ai entendu. Merci, commissaire Keïta. Atam Bodian, très rapidement, parce que le temps est terminé. Oui. D'accord avec Maître sur le soubassement culturel de la crise. Par contre, ce qu'il faudrait, pendant cette période où il y a une accalmie, pendant cette période où le président de la République, avec discrétion, va vers des solutions, nous souhaitons qu'il faudrait accompagner ce silence par des actes concrets. Le président pourrait, par exemple, à la fin de l'année, mais rassurer les populations casamançaises. Ce silence, ça nous touche. Ça pèse sur notre... En disant que ce n'est pas de l'indifférence. En disant que ce n'est pas de l'indifférence et poser des actes en disant, par exemple, après peut-être qu'on aura signé une clause de non-agression, à rassurer les populations sur ce qui va suivre après. Parce que nous sommes inquiets en ce moment. Ce silence ne prédit pas quelque chose de tout. Je pense que le gouverneur Salou pourrait dire quelque chose sur le soubassement culturel parce qu'il a eu à poser, il n'y a pas longtemps, des actes avec les femmes de la Casamance pour le serment. Il sait de quoi je parle. Très bien. Oui, gouverneur Sambou. Oui, je suis en phase avec Maître Boukounta Diallo parce qu'en réalité, c'est un malentendu qui a été très mal géré. Parce que tout simplement, il y a un malentendu culturel. Ce n'est pas du mépris. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ignorent. Or, nous, c'est toute notre vie. Parce qu'en réalité, le Diola, pour lui, son cosmogonisme, mais personne ne meurt. On change d'état. Et les ancêtres interviennent directement. Alors, les gens, avant d'aller dans la rébellion, ils ont signé des pactes. Il y a même des pactes de sang. Or, quand vous signez avec l'ancêtre qui est parti, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être libéré tant que ne vous libère pas. Et pour cette libération, il y a des scènes d'exorcisme. Or, chez nous, c'est les vieilles femmes qui sont les seules à même de faire cet exorcisme. Parce que les femmes doivent intervenir. Maintenant, ce qu'on ne sait pas,
C'est qu'en vérité, on croit que les jeunes femmes qui sont devant la télé, ce n'est pas celles-là qui interviennent. Ça, même le MFDC n'acceptera pas de les recevoir. Maintenant, il y a énormément de choses, mais je pense qu'on a une opportunité. Bientôt, on va mettre à l'eau les 2 bateaux à Guinée-Yambot. Mais c'est une opportunité qu'il ne faut pas perdre. À partir de ce moment, on peut rassurer les populations casamançaises. Nous rencontrons souvent les gens du maquis. Ils nous disent, pour vous dire que le serment lié déjà est très lourd, ils nous disent que c'est nous qui les avons abandonnés. Eux, ils veulent sortir, mais tant qu'on ne règle pas le problème de serment, mais s'ils sortent comme ça, ils vont tous mourir. Et ça, c'est notre croyance. Il ne faut pas nous enlever ça. Et les gens disent que ça, c'est débarrassé. Mais nous, c'est une question de vie et de mort. Qu'on soit musulman ou qu'on soit catholique. Comme quelqu'un l'a dit, en Casamance, on est 50% musulmans, 50% catholiques, 100% animistes. Oui, maître, très rapidement. Merci. Mais M. Bodian dit que ce silence ne doit pas être perçu comme de l'indifférence et c'est un silence source d'inquiétude aussi. C'est un silence source d'inquiétude pour ceux qui espéraient plus. Et c'est tout à fait légitime qu'ils espèrent plus en ce moment. Mais puisque le terrain est glissant, contentons-nous pour le moment de ce qui nous permet encore d'apprécier cette paix, cette accalmie. Parce que, vous l'avez dit, le côté rituel est important. Et quelque part dans le livre, je disais justement, que vaut la signature au bas d'un acte si par abstraction on fait, effectivement, si par ignorance on fait abstraction, donc du serment du sang, du serment rituel qui lie les personnes. Aujourd'hui, nous devrions comprendre que la signature chez eux est rituelle. Elle n'est pas seulement à base d'encre. Et nous devons aussi comprendre que le MFDC a un énorme problème, qui est le problème de l'unité du mouvement. Avec qui parler? Vous avez l'aile politique qui ne s'entend pas avec l'aile civile, l'aile militaire qui est émiettée, l'aile politique et civile qui est émiettée. Donc aujourd'hui, il faut leur laisser le temps de faire l'unité pour être certain de signer un accord avec vraiment des représentants dignes de ce nom. Sinon, nous allons précipiter les choses et avoir en face de nous des interlocuteurs qui seront dénoncés par les autres. Ou d'autres vont continuer le combat en se disant nous ne sommes pas liés par ce qui vient d'être fait. Très bien. En 1 minute, j'invite le fils adoptif de Senghor à un témoignage. Dernièrement, l'actualité a fait état des émoluments des anciens présidents de la République. 4,5 millions plus 5 millions, cela fait presque 10 millions. Ajoutez à cela 40 millions le coût des billets d'avion de chaque ancien président et de son conjoint, plus d'autres avantages. Le total ferait quelque chose comme presque 130 millions. Senghor, que vous avez connu, avait vraiment 10 millions à la retraite? Bon, écoutez, Senghor était loin de ses préoccupations pécuniaires, j'allais dire même mercantiles, dans la gestion de l'État. Il avait une autre idée qui m'a beaucoup fait réfléchir. Lorsqu'aujourd'hui j'entends parler de milliards, je pense à cet homme qui un jour, lorsqu'il a reçu un chèque de 500 millions de l'Arabie Saoudite en guise de cadeau pour sa retraite méritée, on était au Salon d'honneur, il s'apprêtait à quitter le Sénégal pour la première fois après avoir remis le pouvoir entre les mains du président Diouf. Et là, il a retourné ce chèque pour l'endosser au profit, effectivement, de sa fondation, ce qui a constitué le capital de cette fondation jusqu'à ce jour. Il avait combien à la retraite? Mais je reviens à son retour. Oui. Lorsque je lui ai fait, en tout cas, observer cela, il m'a dit une chose d'extraordinaire. Il m'a dit, Boukounta, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 500 millions? Ça m'aurait rendu fou. Là où des milliards ne rendent jamais fou. Ceux qui nous gouvernent, vous parlez aujourd'hui de dizaines de millions et vous parlez distribués par mois. Je dois simplement ici vous dire, en tout cas les émoluments du président Senghor qui sont virés au niveau de la Société Générale que je connais puisque j'avais procuration pour la gestion de ce mandat puisqu'il n'était pas là pour le virement de ses salaires tourné autour de 536 000 francs CFA par mois. Et les bulletins sont en ma possession. De son départ du pouvoir jusqu'à sa mort. De son départ du pouvoir jusqu'à sa mort, c'est un homme qui touchait en net 536 000 francs, brut 750 000 francs CFA. Et puis, il y a cette déclaration qu'il a signée sur la mort de Cheikh Anta Diop. Il vous prend également à témoin parce que vous auriez joué un rôle entre les deux hommes qui étaient quelque part des adversaires.
Oui, c'est vrai que c'est un pan de notre histoire qui est ignoré par certains. J'avais réussi, c'est vrai, à obtenir la rencontre de ces deux hommes après plus de 35 ans, puisque le jour où ils se sont rencontrés, d'ailleurs, je dois dire que c'était très émouvant et des actes ont été posés. Donc si le président Senghor, à la mort de Cheikh Anta, dans l'article publié dans le quotidien national Le Soleil, dit « Je prends à témoin Maître Boukounta Diallo, son élève et ami », il dit vrai. Et que si il y avait des divergences entre moi et Cheikh Anta sur le plan politique, sur le plan culturel, rien ne nous séparait, c'est exact. Car Cheikh Anta, quand il a écrit Négritude et barbarie, il l'a fait dédicacer à Senghor. Il m'a donné une copie que j'ai remise au président Senghor, en des termes donc vraiment élogieux. Et Senghor aussi, quand il a écrit Liberté 4, il a fait dédicacer ce livre à Cheikh Anta, il me l'a remis, j'ai remis ça à Cheikh Anta. Et à sa mort, à la mort du professeur Cheikh Anta Diop, le président Senghor m'a remis une lettre de condoléances que j'ai été remettre à la famille. Madame Diop a réuni tous ses enfants pour la circonstance pour que je puisse remettre cette lettre. Et à la mort du président Senghor, Madame Cheikh Anta Diop m'a fait venir devant tous ses enfants pour me remettre une lettre de condoléances. Et enfin, ce qu'il faut reconnaître à cette rencontre, ce que je retiens simplement, c'est que ces deux hommes de culture qui faisaient face et n'ont discuté que de culture, c'est-à-dire des trois pyramides de Khéops, d'Éphrem et de Mykérinos en Égypte. Ils n'ont parlé que d'égyptologie. Et depuis quand le cheval a été introduit dans l'humanité? Voilà, à mon avis, ce qui mérite d'être mis en exergue pour voir que ces hommes parlaient plutôt de valeurs culturelles, parlaient d'autre chose que d'argent. Aujourd'hui, malheureusement, et pour ceux qui étaient là, on n'a toujours parlé que d'argent et on a oublié cet aspect. Merci, Maître Boukounta Diallo, d'être venu à l'émission Les Affaires de la Cité. Merci au public, aux étudiants de l'université Bourguiba, Dakar Bourguiba, d'avoir participé aussi à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Bonsoir, à très bientôt sur la chaîne préférée que vous regardez à l'instant, la TFM. Merci, au revoir.